suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, du coup, pour vous présenter un petit peu les orientations qui sont très, très différentes de ce qui a été présenté jusque-là, puisque finalement, ce qui nous anime au niveau justement de notre activité de recherche, c'est d'essayer de lier donc l'exercice physique avec des maladies génétiques ou acquises, mais qui affectent la fonction neuromusculaire. Et cette relation est un peu complexe et c'est ce que j'essaye de vous présenter aujourd'hui. Du coup, l'approche que l'on a, c'est une approche donc qu'on appelle transversale, qui va donc du fondamental jusqu'au patient, à la clinique, et avec un seul et unique objectif, c'est de pouvoir développer donc de nouvelles approches potentiellement thérapeutiques. Et l'exercice physique est utilisé pour nous, du coup, comme véritablement un outil. Et un outil à deux niveaux. Le premier, c'est au niveau fondamental de mettre en avant des défauts pathologiques liés à la maladie, puisqu'on sait comment l'organisme doit réagir à un exercice. Donc, s'il n'y réagit pas, ça nous oriente sur les origines de cette pathologie. Et le deuxième, bien entendu, c'est appliquer, à savoir d'utiliser l'exercice physique comme une approche potentiellement thérapeutique. Et nos travaux antérieurs nous ont permis de développer et de mettre au point de nouveaux instruments permettant la mesure fine de la motricité des patients, mais aussi de développer des médicaments qui vont permettre de mimer les effets de l'exercice physique, ou alors de mettre en place des essais cliniques visant à améliorer les performances des patients. Et donc finalement, le mouvement, c'est quoi? Le mouvement, il s'appuie sur une structure essentielle que l'on appelle l'unité motrice et qui est le plus petit élément nécessaire pour permettre le mouvement et le contrôle du mouvement. Et donc, il est constitué tout simplement d'un motoneurone qui va innerver plusieurs fibres musculaires au sein d'un muscle. Et ça, c'est le plus petit élément qu'on va pouvoir moduler. Et cette unité motrice, pour s'adapter à l'entièreté des mouvements qu'on peut faire dans la vie au quotidien, va du coup s'appuyer sur plusieurs variétés d'unités motrices, notamment au niveau de la taille de l'unité motrice. Ça veut dire du nombre de fibres musculaires qui vont être innervées par un seul motoneurone. Dans ce cadre-là, on considère, quand l'unité motrice est toute petite, qu'on peut faire des mouvements très fins, très précis. C'est le cas pour les yeux, par exemple, ou les doigts. Et à l'inverse, on peut avoir des grandes unités motrices. Donc, un motoneurone va innerver de nombreuses fibres musculaires pour générer des mouvements puissants, grossiers, tels que les muscles de la cuisse. Mais l'autre particularité, c'est qu'on peut avoir différents types d'unités motrices suivant leur fonctionnalité. Et donc, on va se retrouver avec des unités motrices dites lentes, avec des petits motoneurones qui se connectent de petites fibres musculaires, qui consomment du glucose, des lipides et de l'oxygène pour générer de petites forces, mais qui sont du coup très résistantes dans le temps. À l'inverse, on va se retrouver avec des unités motrices rapides et fatigables, avec des gros motoneurones qui innervent de grosses fibres musculaires, qui consomment du sucre sans oxygène et qui vont donc générer beaucoup de force, mais être très fatigables, et bien entendu des unités motrices intermédiaires. Et donc, qu'est-ce que les maladies neuromusculaires? Eh bien, c'est une énorme hétérogénéité de pathologies génétiques, héréditaires ou acquises qui vont donc affecter un des composants de cette unité motrice. On va donc retrouver plusieurs familles. Les maladies dites neurodégénératives qui vont altérer spécifiquement les motoneurones. On va y distinguer notamment la sclérose latérale amyotrophique, connue sous le nom de maladie de Charcot, très connue parce que malheureusement affectant des personnalités, des sportifs de haut niveau, etc. Ou une autre maladie génétique, l'amyotrophie spinale infantile. On va avoir aussi les neuropathies qui, elles, affectent spécifiquement les axones qui relient les neurones aux muscles. Ce sont des pathologies soit acquises, inflammatoires, carentielles ou toxiques, soit héréditaires, telles que la maladie de Charcot-Marie-Tooth. On va avoir les maladies affectant spécifiquement le site de connexion entre le motoneurone et le muscle, que l'on appelle les jonctions neuromusculaires, qui sont donc des myasthénies, là aussi, soit origine immunitaire, soit congénitale. Et enfin, la plus grande des familles des maladies neuromusculaires, qui sont les myopathies, dans lesquelles on va retrouver des myopathies métaboliques, inflammatoires, des dystrophies, ou des canalopathies qui affectent donc des canaux spécifiques aidant au fonctionnement du muscle. Du coup, l'ensemble de ces pathologies, aussi hétérogènes qu'elles puissent être, vont dans tous les cas aboutir à une altération de la fonction musculaire et donc à un paradoxe que je vais vous expliquer, qui est que on va avoir une faiblesse musculaire qui va apparaître chez ces patients, et cette faiblesse musculaire va conduire à ce que l'on appelle une hypokinésie, c'est-à-dire une baisse des mouvements, et ça, qu'on soit malade ou pour nous, sujet dit sain, cette baisse de mobilité va conduire à ce que l'on appelle une désadaptation musculaire, donc à une perte de la fonction musculaire qui va conduire à une faiblesse musculaire. Et ça, c'est un cercle vicieux que tous les cliniciens et tous les patients souhaitent
casser. Et le meilleur moyen de casser ce cercle vicieux, c'est bien entendu l'exercice physique. Là intervient donc ce que moi j'appelle le paradoxe de l'exercice physique, à savoir que dans le cadre de ces maladies-là, l'exercice physique est connu comme pouvant aggraver les lésions déjà présentes dans ces pathologies. L'exercice est capable aussi d'induire une aggravation de la fatigue et donc du coup d'aggraver un petit peu les symptômes pathologiques et dans certains cas, plus grave, d'induire ce qu'on appelle une rhabdomyolyse, c'est-à-dire une dégradation des muscles qui vont libérer des toxines dans le sang et induire des potentielles altérations au fonctionnement rénal et voire la mort des patients. Du coup, on se trouve dans une situation extrêmement délicate où d'un côté, on sait qu'il faut bouger pour limiter le cercle vicieux, mais de l'autre, comment bouger, quoi et en fonction de quelle pathologie et de quelle spécificité. Et c'est là qu'intervient toute la beauté de l'exercice physique parce que c'est un terme qui veut tout dire et rien dire, dans le sens où l'exercice physique peut induire de telles différences d'effets physiologiques qu'on peut orienter l'organisme dans des directions et dans des adaptations complètement différentes. Du coup, comme je le présente dans ces deux images, le bodybuilding ou le marathonien va donc complètement modifier le corps. Et pour ça, on a des outils, et notamment, on peut adapter l'exercice physique classiquement, suivant l'intensité, la durée, ce qui va nous permettre d'agir sur ce que l'on appelle des filières énergétiques, c'est-à-dire des utilisations de nutriments différents au niveau du muscle. Et donc, on peut comme ça s'adapter aux pathologies. On peut aussi designer, mettre au point des exercices physiques qui vont induire des lésions musculaires, et ça peut être bien, ça peut être nécessaire, notamment pour ce que l'on appelle des prises de masse musculaire. Il faut qu'on casse le muscle pour ce qui se renforce, mais aussi on peut réaliser des exercices physiques non lésionnels, sans atteinte mécanique du muscle, et on peut en plus du coup adapter la spécificité de l'exercice suivant le muscle et l'unité motrice que l'on souhaite viser. Et donc, lorsqu'on va faire une habile association de tous ces paramètres, il y a la possibilité d'essayer d'adapter l'exercice physique à ces pathologies pour en tirer le meilleur profit. Et donc, je vais vous présenter deux exemples aujourd'hui des travaux antérieurs de l'équipe qui justement mettent en avant cette importance d'adapter les exercices aux conditions pathologiques. La première, concernant donc une maladie neurodégénérative et le second sur une toute autre pathologie qui est une myopathie. Et donc notamment la sclérose latérale amyotrophique qui est donc une maladie de l'adulte. Pour les premiers symptômes apparaissent environ autour de l'âge de 55 ans. C'est une maladie donc principalement sporadique, mais aussi avec certaines formes génétiques. Donc, c'est une maladie très complexe, dont un des gènes responsables de l'AMI est la SOD, dismutase, la superoxydismutase, qui est juste une enzyme de protection des muscles contre le stress oxydant. Et cette pathologie a une évolution très rapide, puisqu'après l'apparition des symptômes, en général, le décès des patients intervient avec une moyenne de 4 ans. Aucune thérapie efficace n'est connue. Et cette maladie se distingue par une mort spécifique des motoneurones de la moelle épinière, mais aussi des motoneurones corticaux, donc des motoneurones du cerveau. Et il existe plusieurs modèles, et notamment des modèles animaux, des modèles souris, qui nous permettent d'étudier en détail cette maladie. Et lorsqu'on a étudié en détail cette maladie, on s'est rendu compte que finalement, elle ne affecte pas toutes les unités motrices de manière identique. Et on a observé que dans les patients et les modèles animaux, on avait une mort privilégiée des unités motrices rapides, donc les grosses, fatigables et générant beaucoup de force, et une progression vers la dégradation des unités motrices intermédiaires. Mais on a un maintien et une préservation des unités motrices lentes, résistantes et qui utilisent l'oxygène. On s'est donc demandé, est-ce que si on met en place des exercices qui vont donc solliciter les unités motrices lentes ou des exercices qui vont solliciter les unités motrices, on ne peut pas venir interférer avec l'évolution de la maladie. Et donc, l'autre élément que l'on a observé chez ces patients, qui était assez incroyable, c'est qu'on voit apparaître une forme de diabète, c'est-à-dire une forme d'intolérance au glucose. Et donc, quand on injecte du glucose, on voit que les animaux malades ont beaucoup plus de difficultés à recapturer ce glucose. Et ça c'est dû à quoi? C'est dû à une diminution de l'expression des transporteurs musculaires du glucose. Et donc, on a une origine musculaire aussi à cette pathologie et que ça conduit à un blocage de l'utilisation des sucres, du glucose par le muscle comme source d'énergie, à une diminution de la production de lactate qui, du coup, pour compenser, induit ce que l'on appelle une hyperlipidémie, c'est-à-dire que le muscle va se mettre à consommer énormément d'acides gras pour compenser ce manque de sucre. Et donc, on a un déséquilibre dans la balance des nutriments. On a donc utilisé des modèles animaux
auquel on a du coup soumis à des protocoles d'exercice complètement différents. Et c'était l'objectif. Le premier, qui est un exercice de course, qui vise à faire un exercice d'endurance, qui sollicite les unités motrices lentes, à faible intensité et sans production de lactate, que l'on a comparé à des protocoles d'exercice de nage complètement opposés, à savoir avec un exercice dit mixte, qui consomme de l'oxygène et pas d'oxygène, à haute intensité, et qui, lui, va produire des lactates. Et lorsque l'on a regardé les effets de ces deux exercices différents sur les animaux, on a eu une révélation incroyable qui a été que l'exercice de course, ici en gris, n'a montré aucun effet sur la durée de vie des animaux, tandis que l'exercice de nage à haute intensité permettait d'augmenter de manière très significative la durée de vie des animaux. Du coup, seule la nage a été capable d'améliorer le phénotype quand la course en était incapable. Deuxième point, c'est que lorsqu'on s'est intéressé aux motoneurones, cette fois-ci, on a bien entendu observé une perte des motoneurones qui n'était pas du tout protégée par l'exercice de course, alors qu'il était protégé par l'exercice de nage. Donc là, c'est un exemple de cette spécificité d'exercice en fonction de la maladie. Et au niveau métabolique, chose incroyable, c'est que l'exercice de course, ici en gris, a permis de partiellement corriger le problème de recapture du glucose, tandis que l'exercice de nage, ici en gris foncé, a quasiment complètement corrigé les défauts de captation du glucose, ce qui est dû à une capacité par l'exercice de nage de remettre les transporteurs du glucose au niveau du muscle et donc de pouvoir de nouveau reproduire du lactate, ce que la course n'était pas capable de faire. Du coup, on montre pour la première fois un lien incroyable entre l'intensité de l'effort physique et donc le type d'unité motrice que l'on va solliciter et des mécanismes de protection contre la maladie génétique, contre le développement de la pathologie que l'on appelle des mécanismes de compensation. Donc ça, c'était mon premier exemple. Le deuxième exemple, on prend une toute autre pathologie qui correspond donc à des myopathies cette fois-ci, pas du tout sur les neurones, et notamment ce que l'on appelle la dysferlinopathie. Cette dysferlinopathie est elle aussi une maladie donc génétique qui est due à la mutation du gène qui s'appelle donc la dysferline et qui provoque ce que l'on appelle une dystrophie. C'est quoi une dystrophie? C'est tout simplement qu'au sein d'un même muscle, on va avoir une association de fibres musculaires saines, que vous voyez ici, avec des fibres musculaires qui sont en train de mourir, comme celle-là, de fibres musculaires qui sont en train de se faire dégrader par le système immunitaire, notamment les macrophages, et de nos petites fibres violettes, là, ici, qui sont des fibres nouvellement fabriquées, qui sont régénérées. Et donc, on a, dans les muscles dystrophiques, un processus permanent de dégradation des fibres et de régénération de différentes fibres qui amènent à des pertes drastiques de fonctionnement. Et donc, cette dystrophie, dans cette pathologie, elle est due à quoi? Tout simplement à cette fameuse protéine que j'appelle, moi, du coup, la protéine rustine. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette protéine, la dysferline, est localisée au niveau de la membrane des muscles, ici en bleu, et au niveau de petites vésicules à l'intérieur du muscle. Lorsqu'on va faire du sport, quelle que soit un peu la nature du sport, nos fibres musculaires, c'est les fameuses courbatures, vont faire des petites lésions membranaires qui vont créer des phytes qui sont pas très bénéfiques pour le muscle. Et là, on va donc activer la dysferline qui va du coup amener les vésicules au niveau du trou pour mettre une rustine, du coup, boucher le trou et permettre à la cellule de survivre. Du coup, dans un contexte sain, lorsqu'on va faire des exercices lésionnels, on va avoir des petites perforations de la membrane qui vont tout de suite être réparées grâce à la dysferline et donc la fibre va survivre. Dans le cas de la maladie génétique, on a un problème qui est que cette réparation ne se fait pas. Du coup, comme la réparation ne se fait pas, on a une persistance des fuites de l'intérieur de la cellule qui va amener à cette mort de la cellule, puis régénération, pour de nouveau revenir dans un état sain global. Et donc, dans ce contexte-là, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas du coup opposer un exercice physique qui va induire des lésions musculaires et donc potentiellement aggraver la pathologie et voir quels muscles vont être touchés, à un exercice, encore une fois, de nage, cette fois-ci, dans lequel il n'y a pas de lésion musculaire parce qu'il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de choc, donc le muscle n'est pas altéré. Et du coup, on va appliquer dessus la même intensité, cette fois-ci, la même durée d'effort, mais pour lequel on va avoir soit des lésions, soit pas de lésions.
Et dans ce cadre-là, seule la contrainte mécanique va influencer la pathologie. Et le résultat ont été incroyables. On a opposé ici, on quantifie tout simplement le nombre de fibres musculaires qui sont abîmées à l'intérieur des muscles. Et là, on regarde les deux muscles des pattes avant, biceps, triceps, et deux muscles de la cuisse, quadriceps et ischio-jambier. Et en jaune, on a nos animaux à qui on n'a fait aucun exercice physique, donc c'est l'évolution naturelle de la maladie. En rouge, vous avez l'exercice de course excentrique en roue lésionnelle, et on voit qu'on a dans la même période aggravé les phénotypes musculaires, comme attendu, mais là où c'était incroyable, c'est qu'on ne les a aggravés que suivant les muscles, et que notamment le biceps, qui n'est pas utilisé par l'exercice physique, n'a absolument pas été aggravé. Et donc là, on montre une corrélation très forte entre le type de muscle qui est atteint et le type de pratique physique que le sujet va avoir. Et l'exercice de nage, et ça c'était vraiment très novateur, montre, et ce pour tous les muscles du coup étudiés, une diminution du nombre de processus dystrophiques alors que l'exercice a été fait à haute intensité. Résultat des courses, la roue aggrave des lésions, la nage protège les muscles contre la nécrose, régénération des cellules. Du coup, cet exercice dit non lésionnel permet finalement un gain de force musculaire, donc permet de renforcer le muscle, et en renforçant le muscle sans faire de lésion, ça finalement donne un avantage pour limiter les lésions de la vie quotidienne, quand on descend les escaliers, qu'on marche en descente, et donc va permettre de limiter la progression de la maladie. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.